Il existe un niveau dans le niveau de la psychopathie qui n'est même pas imaginable. Et quand vous décidez de faire une ratatouille en faisant cuire votre maman, c'est que vous avez probablement atteint le degré max sur l'échelle du cintrage de cerveau. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, penchons-nous sur le cas d'un homme, ou plutôt d'un monstre qui a poussé le bouchon vraiment trop loin dans l'horreur. Juste parce que c'était une énorme feignasse. Oui. Bienvenue à vous tous dans la série ultime que vous attendiez tous, j'ai nommé Un jour, un taré. J'adore ce générique. Je vous le dis tout de suite, on va pas être tendre avec ce mec. Non pas à cause de sa fif qu'on pourrait confondre avec celle de Cartman, ou peut-être celle d'un diplodocus sur celle-ci. Alors sur celle-là, je sais pas ce qui lui était arrivé, il a fait des réserves de noisettes pour l'hiver, visiblement. Mais bref, là n'est pas la question, mais au moins maintenant vous avez l'image du personnage en tête, et ça c'est important. Et d'ailleurs, son expression faciale est plutôt à la hauteur de l'idée qu'il a eue. Joël, c'est un type qui aujourd'hui a 33 ans. Les faits dont je vais vous parler se sont produits vers novembre 2016. Il a fait des études supérieures, mais c'est une énorme feignasse. Il n'a donc jamais travaillé de sa vie. Alors oui, moi aussi j'ai du mal à croire que sur cette photo, le mec a la trentaine. Il fait limite 50 ans. Faut croire que d'être un psychopathe, ça conserve pas trop. Ses parents lui payaient tout, le loyer, les vacances, la bouffe, etc. Il vivait à leur crochet tel un parasite. Sauf que voilà, ses parents n'étaient pas millionnaires. Ils comptaient arrêter de tout lui payer à leur départ en retraite. Parce que leur retraite était trop faible pour continuer de le rincer. Et puis eux voulaient profiter aussi pour faire des voyages et autres activités de retraités. Et à un moment donné, le Joël, il a fait ses études, il a la trentaine, va falloir qu'il se bouge la croupe un peu pour devenir autonome. Mais Jojo l'entendait pas de cette oreille. Et au moment fatidique où ses parents allaient lui annoncer que le robinet allait être coupé, qu'ils allaient le laisser se débrouiller, eh bien Joël n'a pas vraiment été content, on va dire. Il a manigancé probablement le plan le plus machiavélique que j'ai jamais entendu, mais aussi le plan le plus foireux au monde. Vous allez voir, c'est incroyable jusqu'où on peut aller pour rester chômeur. Son père était marié à Lisa. Lui, Joël, est né en 1988. Il avait donc 28 ans au moment des faits. Ses parents avaient 61 ans, et sa mère 55 ans. Et toute cette histoire un peu étrange se passe à Knoxville dans le Tennessee. Alors si j'ai la voix bizarre, c'est parce que je suis un peu malade, m'en voulez pas. Knoxville, c'est une petite ville, on va dire, avec moins de 200 000 habitants dans son agglomération. Et sur ce graphique, on peut voir le taux de criminalité pour 100 000 habitants. Et le trait en orange qui représente la ville de Knoxville est un peu au-dessus de la moyenne. J'adore les graphiques, mais on s'en fout en fait. Le père de Joe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est ingénieur dans les pipelines. Il fabrique des tuyaux. Alors des très gros tuyaux, hein. Lisa, sa femme, donc la mère de Joe, elle travaille dans l'administratif. C'est une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, sans problème, aimer des voisins. Vous savez, comme à chaque fois quand il y a des interviews de voisinage, là où il s'est passé des trucs atroces, eh bien c'est toujours les mêmes trucs qui sont dits. Oh, il était poli, il disait bonjour. Oui, il était discret, mais très sympathique. Ah oui, il me dépannait des croûtons de pain quand j'en avais plus, mais il était plutôt discret. C'est toujours la même chose, mais ceux dont on se doute le moins, c'est toujours les pires. Joël, lui, le personnage principal, était pas si con. Il était diplômé d'une école de mathématiques et des arts. Je veux dire, malgré sa fif de pamplemousse, c'est pas un dégénéré du tout, attention. Ensuite, il va même étudier à Bâton Rouge, en Louisiane, assez loin de chez ses parents, pour devenir chirurgien plasticien. Et ça faisait visiblement 9 ans que le type étudiait là-dedans. Je veux dire, il avait le bagage pour avoir plus tard un vrai travail, de l'argent pour s'en sortir. Devenir pourquoi pas le nouveau Nip Tuck. Mais le mec a littéralement pété un câble. Bon, à 61 ans, son daron décide de prendre sa retraite, parce que construire des tuyaux, ça va 5 minutes. Ils font leur petite tambouille mathématique pour voir s'ils auront assez d'argent pour vivre avec leur retraite. Et le résultat semble bon. Donc la prise de retraite pour les deux parents, elle est envisageable. Ils ont assez de moyens pour survivre avec l'argent qu'ils auront à la retraite. Leur projet, c'est d'aller finir leur jour dans une autre maison qu'ils ont, au calme. Mais le problème, c'est qu'ils avaient un problème. Le Joël, leur fils, c'était pas possible pour eux, à la retraite, de subvenir à ses besoins, comme je vous l'avais dit. Ils devaient lui couper les vivres. Donc à ce moment-là, ils en parlent un peu ensemble. On est juste avant Thanksgiving, notamment avec Michelle. Ils en parlent avec leur fille. Mais pas à Joël. Ils prennent un peu la température et réfléchissent à comment ils vont lui annoncer ça. Le moment venu, ils sont allés dire à Joël que c'était terminé. On coupait le robinet de la thune. Que maintenant, Joël, il va devoir payer son appart, sa vie, enfin toute sa vie quoi. Terminé d'être au crochet de ses parents. Faut savoir que de base, Joël avait un comportement plutôt distant. Il restait tout le temps dans sa chambre quand tout le monde était réuni. Il ne parlait pas et sa sœur avait même un doute sur le fait que Joël sache le nom de ses enfants. Le mec ne savait probablement même pas le nom de ses neveux. Bon, pour vous montrer le niveau de balèque du type. Donc les parents avaient mis en vente leur maison principale et sur le terrain, on pouvait voir encore le panneau de l'agence immobilière, ainsi qu'une boîte à clés pour les visites. Cette boîte à clés, en gros, c'est une boîte avec un code et dedans, il y a la clé de la maison pour que l'agent immobilier puisse faire des visites si les propriétaires ne sont pas là. Cette lock box, comme on l'appelle, elle va être très importante dans l'histoire. On est maintenant le lendemain de Thanksgiving et le père de Joël lui demande un coup de main pour amener son bateau dans sa nouvelle maison. Et là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. La patronne de la
la mère trouve étrange que Lisa soit en retard au travail. Elle commence normalement à 7h du matin et elle est toujours à l'heure. Sauf que là, il est 7h15, mais toujours pas de Lisa en vue à son travail. Ce qui est vachement étrange, elle va dire. Du coup, sa patronne lui envoie un texto pour lui demander si ça va. Et comme vous pouvez le deviner, sa patronne n'aura jamais de réponse à son texto. So I continued to text her, I continued to text Joel Sr., I called, and never did get an answer. Après ça, en fait, elle va envoyer des textos au mari, mais qui vont également rester sans réponse. Elle passe une vingtaine d'appels et de SMS au couple. Et là, elle commence vraiment à s'inquiéter. La patronne de la mère a un réflexe qui pourrait surprendre en France. Elle appelle la police pour faire envoyer une patrouille pour vérifier si tout va bien chez eux, parce qu'elle est en retard de 15 minutes. Pour ça que je dis que ça peut surprendre. Ici, en France, personne va appeler la police si t'es en retard au boulot. Mais bon, vous allez voir que là, ça va être décisif. En fait, là-bas, on appelle ça un contrôle de bien-être. C'est des appels qu'on peut passer sur des lignes de police spécifiques non urgente, quand on a des petits doutes sur quelque chose, mais qui mérite pas qu'on envoie directement une patrouille ou le GIGN ou ce que vous voulez, le SWAT plutôt. It is 11434 Golden View Lane. Elle fournit donc l'adresse de son employé pour que le contrôle de bien-être soit fait par une patrouille. Et justement, cette adresse, quand on la tape sur internet, eh bien, on tombe sur des sites un peu étranges. Des sites qui vendent ou qui louent des maisons, notamment celle-ci. Il y a des photos à l'intérieur et ça n'a pas bougé par rapport à ce que vous allez voir en fait, c'est ça qui est assez étrange. Et notamment la cuisine, parce qu'au titre, vous avez dû deviner ce qui va se passer quand même. Lisa, donc la mère, devait partir en retraite le vendredi. Sauf que là, on est lundi et c'était pas son genre de lâcher le boulot une semaine avant son départ. Que ce soit pour les vacances ou pour la retraite, c'était pas du tout son style. Lisa, elle était très sérieuse et voilà, elle aurait au moins prévenu. Une première patrouille va aller checker la maison. Ce qui est bien aux USA, c'est que tout est filmé. Et ce que vous allez voir est donc vrai. Les policiers ayant toujours des GoPros sur eux. Ça, c'est pratique. Donc là, le policier arrive pour faire la visite de contrôle demandée par la patronne. Il va évidemment vers la porte d'entrée. On constate bien le panneau Century 21. Donc que la maison est à vendre ou a été vendue. Dans tous les cas, il va vers la porte en tentant de regarder un peu à travers. Puis il toque assez fort. Il attend quelques instants. Ne voyant personne répondre, il fait le tour de la maison. Il va vers le jardin et siffle même pour voir si le chien pouvait venir. Il retourne ensuite à la porte d'entrée pour essayer de ressonner. Mais absolument rien. Du coup, il repart tout simplement. La patronne, elle voyait le temps passer et elle a vu que personne ne la rappelait. Eh bien, elle décide de les recontacter pour voir où ça en est. C'était impossible pour elle qu'elle laisse tomber son boulot comme ça. Surtout que ce jour-là, elle avait des réunions très importantes de prévues et elle aurait au moins prévenu de son absence. Donc là, la patronne, elle sent qu'il y a un truc qui va pas parce que la patrouille de bien-être, on va dire, ne l'a pas recontactée. Donc, elle va encore une fois rappeler pour savoir ce qui s'est passé. Cette fois-ci, une équipe entière retourne à la maison, composée de l'officier Bayard et Jeremy McCord, qui lui est détective pour vérifier plus de détails. Là, ils vont escalader la clôture pour tenter d'entrer dans la maison. Ils sont plusieurs. Ils s'avancent vers la terrasse. Le détective essaie d'apercevoir le trou où normalement se trouve la poignée, pour voir ce qui aurait pu se produire dans la maison. Il reste là un moment, toujours arme à la main, et vérifie aussi les fenêtres. Là, ils parlent entre eux et se demandent qui est l'agent immobilier, qui est-ce qui gère cette maison. Dans la discussion, ils vont dire qu'ils trouvent ça vraiment bizarre qu'il y ait toutes les voitures ici, alors qu'il n'y a personne dans la maison. Ou du moins que personne ne répond. With the vehicles in the driveway and the information that we had, it was obvious that the owners of the vehicles could possibly be inside the residence and need assistance. À ce moment-là, les policiers, en fait, ils vont contacter l'agence immobilière. L'agence immobilière qui gère la maison. Et justement, l'agence va confirmer que sur cette maison, normalement, il y a, sur la porte d'entrée, la boîte avec la clé de la maison qui permettait aux agents immobiliers de faire les visites. Et le détective va trouver ça encore plus étrange. Et justement, il a un bon pressentiment en pensant que quelque chose est arrivé. Quelque chose d'extrêmement grave. La poignée de la porte arrière de la maison manque. La boîte qui contenait la clé pour les agents immobiliers n'était plus là. Les voitures des propriétaires sont là, mais personne ne répond. Et il va dire aussi que quand il s'est approché de la porte arrière de la maison, il a senti quelque chose d'un peu spécial. Il a senti une chaleur intense et une odeur vraiment bizarre qui émanait de celle-ci. Et il voit également, par le trou de cette poignée qui manquait, toutes les courses qui sont étalées sur le sol. Bizarre. Avec tous ces paramètres, il décide d'entrer dans la maison parce que c'est extrêmement alarmant. Il regarde dans les voitures garées devant s'il y a une télécommande pour ouvrir la porte du garage. Et bingo, ils vont trouver une télécommande. Un des deux véhicules rouges était ouvert et dedans, ils trouvent une télécommande pour ouvrir le garage. Là, la porte du garage va s'ouvrir et les policiers vont entrer. Ils entrent dans la maison en criant pour prévenir que la police est là. On sent qu'il y a une certaine tension, l'arme au poing, ils continuent leur avancée.
Et directement au sol, ils vont voir ceci. On voit un tas de bouteilles et de produits chimiques avec des serviettes qui n'ont rien à faire là. Et à ce moment précis, regardez bien, quand un des policiers regarde sur la droite en entrant dans la maison, on peut voir sur les plaques chauffantes une marmite. Cette marmite, si vous avez lu encore une fois le titre correctement, vous pouvez facilement deviner ce qu'elle contient. Et je peux vous dire tout de suite que c'est pas du cassoulet. Sauf que là, les flics, eux, ils se doutent de rien. Il se dirige vers l'entrée où il voit les courses au sol. Il y a visiblement quelque chose d'étrange ici. Là, ils vont monter l'escalier et le détective qui est en premier aperçoit du sang un peu partout. Il dit à ses collègues d'enfiler des gants directement pour se protéger. Oui, parce que vous savez, le sang c'est vecteur de plein de maladies, voilà. Il faut aussi pas contaminer la scène si jamais il s'est produit des choses un peu plus trash. On entend un chien qui hurle, c'est le chien des parents qui est enfermé dans un placard. Après ça, ils vont faire les différentes pièces de la maison à l'étage, et au bout du couloir, ils vont apercevoir des mains. Juste des mains coupées, visiblement des mains masculines, des mains posées au sol. Est-ce qu'on peut mesurer le niveau de stress que ces mecs avaient à ce moment-là? Je sais pas. Alors peut-être qu'ils sont habitués, mais moi je vois des mains par terre, je suis pas bien. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils prennent conscience de sur quoi ils sont tombés. Ils vont ensuite quitter la maison immédiatement pour ne pas polluer la scène. À ce moment précis, l'experte criminelle, elle va passer la maison au peigne fin avec sa caméra. Ils vont tout filmer en détail. Là, faut savoir que la scène, elle est complètement figée. Personne n'y a touché. C'est très important de faire une sauvegarde du lieu exactement comme on l'a trouvé. Ou quasiment exactement, parce qu'il y a eu l'intervention de la police qui a pas fait grand-chose. Ils ont touché à rien, eux. Elle entre donc par le garage avec sa caméra. Elle passe dans le salon salle à manger. On voit tous les produits au sol, encore une fois. Et vous allez d'ailleurs comprendre à quoi ils ont servi. Là, elle entre dans la cuisine, elle filme la fameuse marmite de l'enfer. Elle continue son chemin de la terreur. À ce moment précis, elle va filmer le thermostat. Elle dit qu'il faisait extrêmement chaud, car il était réglé à 32 degrés. Faut savoir que la chaleur, c'est un catalyseur pour les réactions chimiques. Un catalyseur, ça permet d'accélérer une réaction chimique. Elle filme quelques photos de famille, puis, elle emprunte les escaliers. Dans une des chambres, il y a un radiateur allumé qui souffle extrêmement fort. C'est la chambre principale, la master bedroom. Et dans cette chambre, il y a une salle de bain privée. C'est la master bathroom. Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir l'impensable. En entrant dans cette salle de bain de l'enfer, eh bien, il y a 2 bacs bleus qui sont posés sur une bâche en plastique au sol. Et écoutez comment elle décrit ce qu'elle trouve dans les 2 bacs bleus. It was liquid with pieces of in it, in each of them. C'était liquide avec des morceaux du... Tout est dit. Donc, dans ces bacs bleus, il y a les parents de Joël en petits morceaux qui baignent dans un liquide chimique extrêmement corrosif. Ensuite, elle fait le tour de la maison très lentement. La vidéo, elle va durer plus de 30 minutes comme ça. Les murs, le sol, le plafond, tout est quasiment rouge de partout. Évidemment, je vais pas vous infliger ça sert à rien. Sauf que dans les bacs bleus qu'on vient de voir, eh bien, il manque les mains. Les flics les avaient trouvées dans une des chambres. Mais le problème, c'est qu'il manque également la tête de la mère. Et là, je pense que vous vous souvenez de la marmite qui cuisait en bas, sur le gaz, ou du moins sur les plaques. Les experts, en ouvrant la marmite, ont retrouvé la tête de la mère dedans, qui était complètement cuite. Moi, je me demande sincèrement comment un enfant peut faire ça à ses parents. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre? Mystère. Donc à ce stade, on ne sait pas trop qui a fait ça. Sauf qu'à l'étage, dans la chambre d'amis, se trouve un sac. Et dans ce sac rouge se trouve ce qu'on peut appeler la liste de l'enfer. Bon, dedans, il y a une calculatrice, un manuel d'utilisation pour un chauffe-eau, mais aussi dans ce carnet, il y a des choses écrites, qui est probablement le plan le plus diabolique décrit sur une feuille de papier. Et ça, ce que vous voyez, c'est le plan de l'enfer qui a été rédigé. Mais alors, qu'y a-t-il marqué dessus? Il est marqué « Obtenir des couteaux à découper pour faire des petits morceaux, écraser les os, apporter un mélangeur et un hachoir, hacher la viande, acheter de l'eau de javel pour dénaturer les protéines, tenir un bac en plastique pour le processus de dénaturisation. » Bon, en gros, c'est une liste de choses à faire et à acheter qui est absolument diabolique, tout simplement. Par exemple, il est marqué à ce niveau-là, il n'est pas vivant pour lui réclamer la moitié de l'assurance, argent, tout pour moi, 500 000 $. On commence à comprendre peut-être le mobile. Inonder la maison, couvrir les preuves médico-légales, monter le chauffage aussi haut que possible, ça accélère la décomposition. L'eau de javel réagit avec le luminol, tout comme le sang. Le luminol, c'est le produit que la police utilise pour faire ressortir les taches de sang, etc., etc. Et donc, cette liste nous donne quoi? Eh bien,
bien, elle nous donne exactement le plan que la personne a suivi pour récupérer visiblement de l'argent issu des différents comptes en banque et de l'assurance des parents. Donc là, on est vraiment sur un papier que la police, je pense, n'a jamais vu dans une affaire comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez sur une scène de crime et il y a un bouquin qui vous explique ce que la personne a fait, ce que la personne a acheté, et pourquoi la personne l'avait fait. En termes de preuves, c'est assez lourd. Mais bon, c'est probablement la pire to-do list que j'ai jamais entendue de ma vie. Il a aussi indiqué qu'il allait programmer un SMS pour faire croire que sa mère était encore en vie. Également, toute la méthodologie pour se débarrasser des preuves. Il voulait faire croire que le père avait fait ça, puis s'était supprimé après. Le mec voulait accuser son daron. Là, à ce moment précis, les flics, ils savent pas du tout qui c'est, hein. Enfin, ils se doutent pas. Mais ils vont rapidement, évidemment, avoir un doute. Il voulait faire porter le chapeau à son daron. Ça me paraît compliqué vu ce qu'il a fait, hein. Bon. Je pense que ce mec, en fait, il a vu beaucoup trop de films. Non, parce que j'ai regardé des heures de procès et tout était détaillé. Il a effacé 0 preuve et il a même laissé sa liste. C'est peut-être le tueur le moins malin au monde. Alors, visiblement, il voulait tout cramer ou tout inonder après, alors peut-être que c'est pas allé jusqu'au bout, c'est pour ça qu'il a pas réussi à tout effacer. Dans le carnet, c'était indiqué aussi la somme de l'assurance vie qui serait versée en cas de décès à ses parents. On avait dit 500 000 $, voire même un petit peu plus. À partir de là, cet homme, donc le fils de ces deux personnages liquéfiés dans des bacs à cause d'un produit corrosif, il était dans le collimateur des enquêteurs. En fait, ils étaient sûrs que c'était lui, sauf qu'il fallait amener encore des preuves. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'on avait déjà pas assez de preuves comme ça, hein, mais cerise sur le gâteau de la culpabilité, les enquêteurs, ils vont aller vérifier tous les enregistrements vidéo des magasins aux alentours. Je vous le donne en mille, malgré le fait qu'il est payé en cash, donc en liquide, il a été filmé tellement de fois dans les magasins juste avant les faits en train d'acheter du matos pour son plan machiavélique, que c'est limite un court-métrage. C'est vraiment l'affaire avec le plus de preuves de l'histoire de l'humanité des enquêtes, c'est incroyable. Je comprends même pas comment c'est possible de laisser autant de preuves. Voilà, bon, je ne fais pas ça, bon, attention. Hein. On le voit acheter des couteaux, des pulvérisateurs et même les bacs bleus dans lesquels ses parents ont été retrouvés. Le gars est filmé sous tous les angles à faire ses petites emplettes macabres, il est complètement grillé. Il y a même ce passage à son procès où l'expert sort la marmite. C'est vraiment l'unboxing de l'horreur. Au moment où ils l'ont arrêté, il avait le hachoir à viande dans le coffre. Les vidéos qui montrent quand il achète le matos, la lettre diabolique, lettre qui lui appartient et en plus c'est son écriture, le fait que ses parents allaient lui couper les vivres, l'ADN qui correspond, il n'y avait aucun doute sur la culpabilité de Joe Gelard. Mais son avocat, il va tenter un coup de poker. Il va dire que Joël n'a rien fait. Il va tenter la disquette. Alors c'est pas passé, hein, je vous le dis tout de suite. Il dit que ça peut pas être Joël, parce que Joël était extrêmement joyeux 2 jours avant, donc ça peut pas être lui. Je ne sais pas combien il a rémunéré son avocat, mais il est pas tombé sur l'élite. Voilà, bon ça arrive, hein, voilà. Il avait même payé des choses avant de commettre ce crime. Une somme qui s'élève à 10 000 $, car il pensait toucher l'assurance vie de ses parents, en faisant tout ce que vous avez vu. Évidemment, il a été condamné et pourra sortir seulement en 2122. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Avec cette histoire, en fait, je trouve qu'on peut voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour de l'argent. Encore pire, parce que là, vraiment, le mec, c'est ses parents, quoi. Penser un plan, mais absolument infâme, durant des jours et des jours, probablement, il a acheté plein de matériel et il l'a mis à exécution. Pour, au final, prendre 2 peines à perpétuité d'affilée. C'était donc Un jour un taré, votre série peut-être favorite, je n'en sais rien, by Toony. Le temps de patienter, je vous invite à cliquer sur cette vidéo ludique que j'ai composée avec une certaine malice. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, c'était glauque. Demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Au revoir.